Nous voudrions dédier cette soirée à Jean-Paul Sorgue, qui nous a quittés il y a quelques jours. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Jean-Paul était philosophe, un grand spécialiste de Schweitzer et qui a énormément œuvré pour la connaissance de son œuvre en France, notamment par toutes les traductions qu'il a faites. Et je voudrais lire deux courts extraits de textes de Jean-Paul Sorgue pour lui rendre hommage. Donc, tout d'abord, les mots de conclusion de son intervention lors d'un colloque à Lambaréné le 8 juillet 2013. Chaque vérité doit toujours être retrouvée et fondée à nouveau, dans les conditions inédites de l'époque. Il ne suffit pas de la transmettre en sacralisant les origines et la tradition. Les prophètes disent vrai et voient loin, même si l'histoire, le cours des choses, ne prend pas le chemin qu'ils ont tracé. C'est l'histoire de l'humanité qui échoue, pas eux, qui ont dit ce qu'il fallait dire et ce qu'il était permis d'espérer. Et le deuxième passage, un extrait de l'introduction de ce livre, Ainsi parlait Albert Schweitzer aux éditions Arfuyen. Schweitzer n'a pas limité l'éthique, la responsabilité au champ des relations humaines et sociales. Il l'a étendu à tout ce qui vit, à toute la biosphère, à ce que d'un point de vue fatalement anthropocentrique on appelle l'environnement. Car l'autre ne se limite pas à autrui. Notre souci doit englober aussi les animaux, les plantes, les forêts, l'air, les mers, la terre, le climat. Ce souci, clairement exprimé et anxieusement éprouvé, surtout à la fin de sa vie, face au péril nucléaire, fait du philosophe Schweitzer à la fois un nouveau penseur de l'humanisme et le pionnier d'une pensée écologique radicale non anthropocentrique. Sur quel fond repose la pensée éthique et avec elle les possibilités d'espérance? Pas sur Dieu directement, pas sur des croyances, sur rien d'autre, rien de moins, rien de plus que la pensée. La foi dans la pensée, la foi que la puissance de penser est active ou peut être activée en chaque humain. C'est la foi philosophique, ou si vous êtes sceptique, la grande illusion philosophique. C'est le pari que la philosophie répète de génération en génération depuis Socrate. Il faut s'y résoudre et on a des raisons de le faire. Foi dans la pensée des hommes, foi dans leur capacité de juger. Quelle est la faute mortelle, le péché capital? C'est la Gedankenlosigkeit, l'absence de pensée, le renoncement, la paresse intellectuelle, l'indifférence. Une humanité sans spiritualité, intégralement matérialiste ou positiviste, ne croyant qu'en elle-même, n'ayant de foi dernière que dans sa technologie et la continuité de ses progrès miraculeux, est-elle possible? On a le sentiment que oui, qu'à travers des soubresauts, une telle humanité moderne ne fait que s'étendre et se renforcer. Est-elle viable? Jean-Paul Sorgue. Et maintenant, j'invite Fred Cacheux et Grégory Hott à me rejoindre. Albert Schweitzer. Paix ou guerre atomique? C'est la mort de son ami Einstein qui, en 1955, ébranla le plus son apolitisme et détermina Albert Schweitzer à s'engager dans un combat où il rejoint Karl Jaspers, Pablo Casals, Alfred Kastler et bien d'autres. Le 23 avril 1957, Albert Schweitzer lance sur les ondes de Radio Oslo un appel pour mobiliser l'opinion publique afin qu'elle pousse les grandes puissances à signer un accord qui mette fin à ces essais nucléaires.
Ce premier appel contre les expérimentations de bombes atomiques sera suivi, un an après, de 3 autres, diffusés par la même radio, les 28, 29 et 30 avril 1958. Les lettres qui partirent de Lambaréné dans les années 50 et 60 avec pour message la lutte pour la paix, une lutte circonstanciée contre la poursuite des essais nucléaires et la course aux armements, furent innombrables. Elles étaient adressées à tous ses amis, mais aussi à des personnalités politiques, tels le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Contribution d'Albert Einstein au recueil paru en 1954 pour le 80e anniversaire d'Albert Schweitzer. La simplicité de la grandeur. Je n'ai guère trouvé d'autres personnes en qui la bonté et le désir de beauté s'unissent aussi idéalement qu'en Albert Schweitzer. C'est particulièrement impressionnant chez quelqu'un qui est doté d'une santé si robuste. Il se réjouit de pouvoir se servir de ses bras et de ses mains pour réaliser ce qui correspond à sa nature. Cette grande santé qui exige l'action immédiate l'a toujours empêché de s'éreinter dans la résignation pessimiste à laquelle sa sensibilité morale aurait pu le conduire.
Ainsi, malgré toutes les déceptions dont notre époque accable tout être humain sensible, il a réussi à conserver sa nature joyeuse, disant oui à la vie. Il aime la beauté non seulement dans les arts, mais aussi dans le domaine de l'esprit, sans toutefois être impressionné par les sophismes. Un instinct sûr l'aide à conserver sa fermeté face à la vie et son immédiateté en toutes choses. Il fuit partout l'insensibilité et la froideur. Il lutte contre elles chaque fois qu'il en entrevoit la possibilité. On le sent aussi clairement dans son œuvre classique sur Bach, où il révèle l'impureté et le maniérisme avec lesquels les bien-pensants ont obscurci les créations du maître bien-aimé, portant atteinte à leur perception immédiate et élémentaire. Il me semble que l'œuvre de Lambaréné a été, pour une part importante, une fuite devant notre tradition culturelle moralement pétrifiée et sans âme. Un mal face auquel l'individu est impuissant. Il n'a pas prêché ni mis en garde, il n'a pas rêvé que son exemple devienne un modèle et une consolation pour d'innombrables personnes. Il a simplement agi par nécessité intérieure. En fin de compte, il doit malgré tout y avoir un noyau de bonté indestructible dans beaucoup de gens, sinon il n'aurait jamais reconnu sa simple grandeur. Albert Schweitzer à Albert Einstein. Lambaréné, Gabon, le 20 février 1955. Ces dernières années, je vous ai souvent écrit en pensée. Mais pas en réalité. C'est que j'ai tellement de correspondances commerciales pour le fonctionnement de l'hôpital et que depuis de longs mois, je me sens si fatigué. Sans compter que je souffre toujours d'une grave crampe des écrivains, héritée de ma mère, de sorte que beaucoup de lettres personnelles que j'aimerais écrire restent à l'état de projet et qu'il me faut une occasion extérieure pour passer de l'idée à la réalisation. Mais nous, n'est-ce pas, sans nous écrire, nous restons unis par la pensée. Car l'un et l'autre, nous vivons notre terrifiante époque de la même manière, en ressentant les mêmes peurs pour l'avenir de l'humanité. Lorsque nous nous sommes connus à Berlin, nous n'aurions jamais pu nous imaginer que des liens si forts existeraient entre nous. Il me paraît remarquable que si souvent l'actualité associe nos deux noms, et que nous portions le même prénom, cela est beau, je trouve. En ce qui concerne la relance des expérimentations sur les armes atomiques les plus modernes, je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'ONU ne se résout pas à imposer des négociations. Je reçois des lettres où l'on demande que vous, moi et d'autres, nous élevions nos voix pour que l'ONU s'occupe de ce problème. Mais nous n'avons déjà que trop élevé la voix. Nous n'avons rien à prescrire à l'ONU, qui, en tant qu'organisation autonome, doit prendre elle-même conscience de ses responsabilités et trouver en elle l'énergie nécessaire pour tenter d'écarter les malheurs qui nous menacent. De loin, je ne puis juger et dire ce qui la retient de se mobiliser dans ce sens. Même si ces tentatives s'avéraient infructueuses, du moins des initiatives auraient été prises et on verrait clairement de quel côté proviennent les résistances. Comme vous, à Princeton, je cherche à vivre dans la forêt vierge d'une manière aussi discrète que possible. Mais ce n'est plus possible autant que je le souhaiterais depuis que les avions atterrissent près de Lambaréné. Ma seule récréation
consiste à exercer mon jeu d'orgue sur le piano à pédalier. Je reprends en ce moment les dernières œuvres de César Franck. J'imagine que vous avez toujours plaisir à jouer du violon. Mais voilà que je vous ai écrit une longue lettre. Ma crampe ne s'est pas trop fait sentir. Avant de conclure, laissez-moi vous remercier encore de tout mon cœur pour les quelques lignes que vous m'avez consacrées dans l'ouvrage édité à l'occasion de mon 80e anniversaire. Dès que le livre m'est parvenu et que j'ai pu l'ouvrir, j'ai lu en premier ce que vous aviez écrit et j'en ai été très ému. J'ai découvert aussi que vous appréciez mon ouvrage sur Bach, que j'exerce encore une certaine influence à notre époque. J'ai du mal à le comprendre. Il y a là comme un mystère qui me suit et m'accompagne dans la dernière étape de ma vie. De tout cœur, votre dévoué Albert Schweitzer.
Albert Schweitzer à Theodor Heuss, Lambaréné, 17 mai 1958. Cher ami, qui aurait pu imaginer lors de notre rencontre chez les Knapp que tu serais un jour le président de l'Allemagne devenue République et que je sèmerais la pagaille dans ta politique allemande depuis la forêt vierge d'Afrique équatoriale. Puisque ce rôle que je n'ai pas cherché m'a été conféré par les événements, je me sens obligé de te donner quelques explications. Comme tu le sais peut-être, j'étais très ami avec Einstein. Bien que nous ne nous soyons pas vus souvent, c'était une amitié spirituelle. Et cela m'a profondément touché que durant ces dernières années, il ait tant souffert de l'absence d'écoute accordée, malgré sa grande réputation à travers le monde, à sa demande instante d'abolir les armes nucléaires. Cela m'a incité à m'intéresser de plus près à cette question, puisque j'avais les connaissances scientifiques et médicales requises. Le prix Nobel de la paix qui m'a été décerné a eu le même effet sur moi. Pour reprendre les termes de saint Paul, je ne le considérais pas comme une usurpation, mais je voulais rétroactivement faire quelque chose pour la paix, afin de mériter un peu ce prix qui m'avait permis d'acheter la tôle ondulée pour les toits de mon village destiné aux lépreux. C'est ainsi que j'ai été amené à me pencher sur la question du danger nucléaire, tel qu'il existait depuis 1954, suite à l'augmentation de la radioactivité de l'atmosphère provoquée par l'explosion expérimentale de la grande bombe à hydrogène, et à entrer en contact avec les scientifiques qui s'y consacraient. Je vis alors de mieux en mieux, moi qui étais au début enclin au scepticisme, quel danger l'humanité courait sans s'en rendre compte. Et comme j'avais une certaine renommée dans le monde, des amis d'Europe et d'Amérique m'ont poussé à prendre la parole sur ce sujet. Ce sont les Américains qui m'ont persuadé. Je savais par ailleurs que le président américain commençait à être très impressionné par ce qu'il apprenait du côté scientifique sur ce danger. J'ai donc décidé de rédiger un exposé sur le danger que représentent les explosions expérimentales pour la santé de l'humanité et de le soumettre au comité du prix Nobel avec la demande de diffuser ce texte depuis Oslo. Ils ont aussitôt accepté, parce que je suis lauréat du prix. Et Radio Oslo a persuadé 95 autres radios à travers le monde de rejoindre le mouvement. C'est ainsi que mon appel a été rendu public le 23 avril 1957. Ce fut un événement, car jusque-là, personne en Amérique et en Europe n'avait pu parler librement de cette cause à la radio. En Allemagne non plus. Joliot-Curie, le plus grand chercheur sur la radioactivité en France, devait parler des progrès réalisés dans ce domaine à la demande de la radio française le 22 avril 1957. Le jour même, la radio lui fit savoir qu'il ne le pourrait pas, car, en quelques courtes phrases à la fin de son exposé, il évoquait aussi les dangers de la radioactivité. Mon principal argument dans mes 3 appels est que les armes nucléaires sont contraires au droit international en raison de leurs effets illimités. Et ne serait-ce qu'en temps de paix lors des essais d'explosion. Elles doivent être abolies pour cette seule raison. Les juristes auraient dû le constater depuis des années, mais ils n'étaient pas autorisés à le faire. Un signe caractéristique de la mentalité de notre époque. Je n'ose pas t'envoyer ma brochure « Paix ou guerre nucléaire » qui contient les 3 appels. Considère cette lettre comme tout à fait personnelle. Cordialement, ton Albert Schweitzer.
Theodor Heuss à Schweitzer, Ottawa, 2 juin 1958. Cher ami, ce feuillet doit en quelque sorte servir d'alibi à l'absence de réponse à ton émouvant écrit. Ta longue lettre m'est parvenue quelques heures avant mon départ pour le Canada, mais depuis que je l'ai reçue, je suis devenu l'esclave des rendez-vous. Je n'ai plus un moment pour moi, et cela va encore durer quelques rudes semaines. La visite d'État au Canada sera suivie par celle aux États-Unis. Je me rends pour la première fois dans le Nouveau Monde jusqu'en Californie. Je comprends tout à fait l'inquiétude de ton cœur. Dans mon discours de la Saint-Sylvestre, j'ai également essayé de faire comprendre qu'avec le développement des techniques de destruction, l'ère des guerres politiquement manipulables était terminée. Ces brèves lignes n'ont d'autre but que d'exprimer ma gratitude pour ta lettre. Contrairement à ce que tu penses, tu ne sèmes pas la pagaille dans mes affaires politiques. Je sais au contraire apprécier ta parole à sa juste valeur. Et ces quelques lignes ne peuvent être davantage que l'écho d'une confirmation. Avec mes salutations reconnaissantes et cordiales, ton Theodor Heuss. Albert Schweitzer à Theodor Heuss, Lambaréné, 5 juillet 1958. Cher ami, voici que j'attire à nouveau ton attention sur un beau gâchis de la rédaction du bulletin allemand. Lorsque le chancelier fédéral se répand en discours de manière aussi maladroite et peu diplomatique, c'est déjà assez embarrassant. Mais lorsque ces phrases se retrouvent dans le bulletin un tant soit peu officiel, envoyé dans le monde entier en plusieurs langues, cela nuit à la réputation de l'Allemagne. Je suis désolé de t'en informer, mais je crois que j'ai raison de le faire. Tu peux peut-être obtenir que les individus responsables de cette publication, qui ne manquent pas de maladresse, soient invités à se comporter de manière un peu plus diplomatique. Ce genre de propos est un régal pour les soviétiques. Il n'est pas nécessaire que tu m'écrives, j'attire de temps en temps ton attention sur ceci ou cela. Si, néanmoins, tu ressentais le besoin de m'écrire, ce que je n'attends nullement, sache que ma correspondance arrive en tout temps directement entre mes mains. Je pense à toi et à tous les soucis que tu portes avec toi en permanence. Cordialement, ton vieil Albert Schweitzer. Annexe à la lettre du 5 juillet 1958 de Schweitzer à Heuss, extrait du bulletin numéro 24 du 25 juin 1958. La semaine à Bonn. Le chancelier fédéral Adenauer a déclaré le 21 juin 1958 à Krefeld: les communistes ignorent complètement les lois éternelles, l'amour de la liberté, le respect de la personne, le respect de la vie de chaque individu. Le communiste ne respecte qu'une seule chose, sa force. S'il sait qu'il est inutile d'attaquer l'adversaire parce qu'il serait vaincu, il n'attaque pas. Mais s'il sait, et nous l'avons vu en Hongrie, ou s'il croit que l'homme libre est plus faible, il l'anéantit sans retenue. Si l'on veut vraiment parvenir au désarmement, et donc à la paix, la condition sine qua non est que l'Ouest libre reste plus fort que le bloc de l'Est. Et celui qui entreprend de réduire la force de l'Occident agit contre le désarmement général et contre la paix. Heuss à Schweitzer, Lörrach, 2 août 1958. Cher ami, tu m'as écrit dans ta deuxième si aimable lettre de ne pas te répondre au milieu de mes obligations officielles et autres. Ce serait faire preuve d'un mépris inadmissible pour la gravité de tes explications que de me contenter de l'accuser de réception
que je t'ai brièvement envoyé depuis les États-Unis. Mais tu découvriras bientôt qu'il y a beaucoup d'incertitudes objectives dans ce que je veux te dire. En effet, au regard des connaissances qui sont les miennes, je ne me permettrai pas de porter un jugement sur le problème qui te semble primordial, l'effet de la radioactivité sur la substance biologique de l'espèce humaine. Tu as fait remarquer dans ta lettre qu'il était étrange pour toi de devoir t'opposer à la position américaine. Il m'est arrivé quelque chose lorsque j'étais à Munich la semaine dernière, quelque chose qui semble résonner douloureusement avec ces mots. La fille d'un ami d'études qui avait pu quitter l'Allemagne à temps, une demi-arienne, et qui est devenue citoyenne américaine, me conjura de te prier à genoux de ne pas porter un jugement aussi négatif sur la politique américaine. Je lui ai dit que je ne m'étais encore jamais agenouillée devant personne. Elle connaissait notre amitié. Pourquoi te raconter l'anecdote de cette jeune femme intelligente et vive ? Parce qu'elle illustre de la manière la plus radicale un jugement que j'ai rencontré à plusieurs reprises dans des conversations avec des amis américains qui t'admirent. Tu ne vois pas comment, après 1945, la politique américaine a entrepris et probablement réalisé un désarmement général, alors que les Russes refusaient des accords similaires, y compris sur le nucléaire. Il est peut-être inapproprié pour un président de la République fédérale de se montrer sceptique face à ton appel aux droits des peuples. La technique militaire l'a déjà à de multiples reprises très rudement désavoué. Mais tu ne dois pas mal interpréter cette digression, comme si je me résignais à considérer la course effrénée de la technique d'extermination militaire comme une donnée. Mais elle ne sera pas maîtrisée par des formulations juridiques. Deux réflexions me questionnent. Le bombardement d'Hiroshima aurait-il eu lieu si les Japonais avaient eu une arme comparable ? Et l'arrière-plan moral de cet acte, préserver la vie de dizaines de milliers de soldats américains dans cette guerre meurtrière. On m'assure de la difficulté de cette décision, que j'ai longtemps eu tendance à interpréter comme une réponse à l'action du Japon contre la flotte américaine à Pearl Harbor. D'autre part, au début de la Seconde Guerre mondiale, toutes les nations étaient équipées de gaz toxiques. Aucune ne les a utilisés. Même Hitler, à qui personne ne peut reprocher d'avoir des sentiments humains, a renoncé à faire larguer des bombes à gaz toxiques sur Londres. Je sais que toutes les analogies ont quelque chose de douteux, voire de spéculatif dans ce genre de comparaison. Dans ma vie, même vue de loin, je n'ai jamais été ce qu'on appelle un militariste, pas même un soldat. Mais lorsque nous avons élaboré la Constitution en 48-49, j'ai été le seul à défendre l'éthique du service militaire patriotique lorsque j'ai voulu refuser une place constitutionnelle au droit à l'objection de conscience. À l'époque, la tentative a été totalement infructueuse face à la CDU et au SPD. Je parle de cela parce que si une armée doit être créée, elle doit être capable de protéger. Je considère que ce que nous vivons actuellement en Allemagne est une grave atteinte à la lucidité politique. Le pathos plébiscitaire contre la mort nucléaire, qui s'accorde lui-même une sorte de vertu humanitaire,
dans les résolutions des associations de jeunes, les pétitions de femmes, etc. Mais c'est un trop long chapitre que je ne peux plus vraiment t'imposer, ni m'imposer. Cette lettre, écrite de manière si peu méthodique, laisse bien sûr beaucoup de tes remarques et questions sans réponse. Mais elle pourra peut-être te transmettre quelques-uns de mes sentiments et pensées les plus fondamentaux. Avec mes salutations et mes vœux les plus sincères, en vieille et fidèle amitié, ton Theodor Heuss.
Lettre de Pablo Casals à Albert Schweitzer, Mollitz-les-Bains, 5 août 1958. Cher grand ami, je reçois de ta part la plaquette avec les 3 appels. Je te remercie et je ne pourrai jamais te dire ma joie et reconnaissance. Le monde a besoin d'entendre la voix des rares hommes qu'il estime dans ces temps d'angoisse. La tienne, ta voix, est entre toutes la plus respectée, la plus aimée, la plus autorisée, donc la plus nécessaire. Tu as rempli ton devoir, que Dieu te bénisse. Ton ami Pablo Casals. Note en marge. Je n'attends pas de réponse à ce mot, je te prie. Albert Schweitzer à Pablo Casals. Lambaréné, 3 octobre 1958. Je suis à ma table dans la grande salle de consultation. Mais avant de me mettre au travail, je veux t'écrire brièvement pour te dire combien m'a touché ton projet de jouer devant l'Assemblée plénière des Nations Unies le 24 octobre prochain, d'y tenir en même temps un discours contre la course aux armements atomiques et de demander que ce jour, dans le monde entier, les orchestres interprètent l'hymne à la joie de la 9e de Beethoven. Tu as raison de mener le combat contre les politiques d'armement jusque sur le terrain de l'art. Les gens seront impressionnés de voir un maître comme toi se saisir de cette occasion. Ce sera pour notre cause de la paix un puissant et noble moyen de propagande. Mais attention à la censure qui voudrait te faire renoncer au meilleur passage de ton discours. Sois rusé, comme un David contre les Goliaths. Tu ne peux savoir quel encouragement c'est pour moi que tu nous rejoignes ainsi dans cette campagne pour la paix. Je suis tenu, quant à moi, à la tâche toute prosaïque de préparer le terrain. Nous avons déjà remporté un succès quand les États-Unis et l'Angleterre renoncèrent à poursuivre leurs expérimentations nucléaires. Cela s'est fait plus vite que je m'y attendais. Les gouvernements ont reconnu qu'à la longue, ils ne pouvaient s'opposer à une opinion publique nouvellement formée qui refusait la poursuite de ces expérimentations funestes. Le président Eisenhower aussi, de par son honnêteté, en est venu à une telle résolution. Il a vu les dangers des expérimentations et en a tiré les conséquences. Il s'agit maintenant de faire un pas de plus et de viser la suppression des armes nucléaires. Pour y arriver, il est nécessaire de susciter une opinion publique dans le monde entier. Pour mener ce combat, il faut avancer l'argument le plus élémentaire et le plus éclairant qui soit, celui-ci: les armes atomiques heurtent en tant que telles le droit des gens. En effet, ce droit international interdit les armes dont l'action ne se laisse pas circonscrire et qui peuvent donc causer des dommages qui frappent également les gens se trouvant en dehors de la zone des combats. C'est tout à fait le cas des armes atomiques. Leur action est illimitée dans l'espace et dans le temps, à tel point que des expérimentations réalisées en temps de paix constituent par leurs retombées radioactives un danger terrible, même pour des populations éloignées, et même encore pour les générations à venir. L'argument selon lequel ces armes sont contraires aux droits des gens contient toutes les raisons de s'y opposer. Il présente l'avantage d'être un argument juridique, donc on peut l'invoquer rationnellement. Donc, dans chaque combat que l'on mène contre l'existence de ces armes, il faut rappeler comme un leitmotiv le droit des gens. De cette manière, on peut espérer parvenir à des résultats. Aucun gouvernement ne peut nier que ces armes vont contre le droit des gens, et ce droit ne peut être publiquement écarté.
il est important de faire connaître cet aspect de notre cause. Réponse de Pablo Casals, Molich-les-Bains, octobre 1958. Mon cher grand ami, je te remercie de ta bonne lettre. Elle me fait beaucoup de bien. L'invitation que j'ai reçue des Nations Unies était pour que je parle de paix seulement. Ils ont probablement eu peur que j'en dise trop. J'ai écrit mon message comme bon il m'a semblé en faisant comprendre à la censure que c'était cela ou rien. Les corrections de la censure ont été insignifiantes et j'en suis satisfait. Si j'avais reçu ta lettre plus tôt, j'aurais certes ajouté ce que tu me dis et que j'ignorais, l'argument juridique d'une si grande importance. Le message a été gravé le 28 septembre à Genève aux Nations Unies. Je t'envoie copie en traduction française et je serai si heureux si tu me dis que tu l'approuves. Ma femme te salue et te dit avec moi que Dieu te garde. Ton Pablo Casals. Message de Pablo Casals aux Nations Unies, 24 octobre 1958. Cette invitation que m'ont faite les Nations Unies à prendre part aux cérémonies qui marquent l'anniversaire de leur création, je la tiens pour un honneur et je leur suis reconnaissant de me donner l'occasion de parler au peuple du monde entier d'une question qui préoccupe chacun d'entre nous. Si je suis venu parmi vous aujourd'hui, à ce moment de ma vie, c'est parce que toutes les considérations sont devenues secondaires auprès du grand danger, du danger peut-être mortel, qui menace l'humanité entière. Jamais, à aucun moment de son histoire, le monde n'a été plus près de la catastrophe qu'à présent. Les extraordinaires découvertes scientifiques de notre temps, conquête de quelques grands esprits avides de connaissances, servent à la fabrication d'armes d'une puissance monstrueuse. La confusion et la peur ont envahi le monde entier. Un nationalisme mal compris, le fanatisme, des dogmes politiques, l'absence de liberté et de justice alimentent la méfiance et l'hostilité qui, de jour en jour, augmentent le danger commun. Et pourtant, chacun des êtres humains qui peuplent la terre ressent le désir de la paix. Devant le péril qui nous menace tous, ce désir de paix s'est à maintes reprises exprimé par la voix de personnalités éminentes, nombreuses, de savants, de la presse mondiale et notamment par la voix de ce grand citoyen du monde qu'est le docteur Albert Schweitzer. L'angoisse qu'a fait naître dans le monde la poursuite des expériences nucléaires grandit de jour en jour. Tous les hommes savent quelle terrifiante issue, quelles atroces conséquences aurait une guerre atomique. Tous savent qu'elle causerait non seulement des destructions matérielles irréparables, mais encore la dégradation spirituelle et morale de l'homme. De toute ma force, je souhaite qu'un immense mouvement de protestation naisse dans tous les pays. Il faut que toutes les expériences nucléaires cessent. Et de tout cœur, j'espère que dans un proche avenir, les négociations aboutiront à un accord qui rendra possible cet arrêt. Plus tard seulement, lorsque le calme et la confiance seront revenus, les travaux des savants pourront reprendre, mais alors que ce soit uniquement au service de l'humanité. Pour pouvoir résoudre leurs problèmes, les représentants des forces en conflit doivent fonder tous leurs travaux sur cette certitude que la guerre est inhumaine et inutile et que tous les peuples la condamnent. Dans le maintien de la paix, les pays les plus puissants ont une responsabilité et un devoir plus grand. Les Nations Unies représentent maintenant le plus grand espoir de paix.
Donnons-leur tous les moyens d'agir pour notre bien et prions avec ferveur pour que les nuages qui obscurcissent nos jours se dissipent dans un proche avenir. La musique. Ce merveilleux langage universel compris de tous les hommes devrait contribuer à les rapprocher. C'est pourquoi j'en appelle en particulier à tous mes confrères, à tous les musiciens, et demande à chacun d'eux de mettre toute la pureté de son art au service de l'humanité, afin d'établir entre les hommes, par toute la terre, des relations fraternelles dans la lumière de l'esprit. L'hymne à la joie de la 9e symphonie de Beethoven est devenu un symbole d'amour. Je propose donc que toutes les villes qui possèdent un orchestre et un chœur exécutent cet hymne le même jour et le diffusent par radio à tous les vents, aux plus petites communautés sur tous les continents. Je voudrais que cet hymne soit exécuté comme une prière pour la paix que nous désirons et que nous attendons tous. Albert Schweitzer au président John Fitzgerald Kennedy, 20 avril 1962. Lettre personnelle. Lambaréné, Gabon, Afrique équatoriale. Ce 20 avril 1962. Monsieur le Président,
Voudriez-vous avoir la bonté de pardonner au vieil homme que je suis, qu'il ose vous parler des essais nucléaires que les États-Unis d'Amérique veulent réaliser de concert avec l'Angleterre si la Russie ne répond pas favorablement à leur proposition de faire contrôler sur son territoire par des instances internationales qu'elle n'entreprendra aucun essai nucléaire. J'ose vous écrire à ce sujet comme quelqu'un qui depuis longtemps se préoccupe de la question des armes atomiques et du problème de la paix. Je crois pouvoir vous assurer que d'après les découvertes scientifiques les plus récentes, chaque essai réalisé par les soviétiques sera enregistré par les appareils de contrôle hautement perfectionnés que votre pays possède et qui protègent les États-Unis. J'ose aussi vous confesser, en tant que personnalité totalement neutre, que je ne suis pas entièrement convaincu que soit fondée juridiquement l'exigence selon laquelle aujourd'hui un État a le devoir envers un autre État de tolérer sur son territoire des instances de contrôle international. Ce droit ne peut entrer en vigueur qu'une fois que les États se sont accordés sur le désarmement atomique. Car c'est alors qu'aura été créée une situation nouvelle qui mettra fin à la guerre froide et autorisera chaque État à faire vérifier sur le territoire de l'autre par un contrôle international s'il respecte les exigences de désarmement qui ont été fixées. Ces contrôles internationaux veilleront aussi à ce qu'aucun essai ne puisse plus être entrepris. Il est pour le monde tout entier d'une urgente nécessité que les puissances atomiques s'accordent rapidement au sujet du désarmement, sous l'égide d'un contrôle international effectif. La possibilité de telles négociations de désarmement ne devrait pas être remise en question par des exigences qui ne sont pas d'une nécessité absolue. Ce n'est qu'une fois que les États se seront mis d'accord sur la cessation de ces essais qu'on pourra mettre en œuvre des négociations prometteuses sur le désarmement et sur la paix. Et si elles ne se réalisent pas maintenant, le monde se trouvera dans une situation fort périlleuse et même désespérée. J'ose encore vous rendre attentif à un fait qui vous concerne personnellement. Comme vous le savez sans doute, on a fait la découverte effroyable que les descendants de parents qui ont souffert d'une exposition aux rayons radioactifs, fût-elle minime, sont encore normaux à la première et à la deuxième génération, mais qu'à partir de la troisième et de la quatrième génération apparaissent de terribles malformations. Les enfants qui seront alors mis au monde risquent d'avoir des pieds, des mains ou des organes difformes, d'être aveugles ou d'avoir le cerveau incomplètement développé. Ce drame a pour cause le fait que les cellules des organes reproducteurs sont très sensibles aux rayons radioactifs, même à faible dose. Les effets de ces rayons se transmettent en se renforçant. Aussi, à partir de la troisième ou quatrième génération, les enfants qui naissent ne sont plus normaux, mais mal formés. On ne parle pas volontiers de ces faits. On préférerait ne pas leur accorder d'importance, mais il est impossible de faire comme s'ils n'existaient pas. Il se peut que les essais qui ont lieu de nos jours aient des effets moindres que les précédents, mais même ces effets moindres auront pour conséquence que des hommes et des femmes de notre génération seront exposés aux radiations, en buvant du lait ou de l'eau radioactive, en mangeant des légumes radioactifs ou de quelque autre manière. C'est de vous, Monsieur le Président, qu'il dépend que le sort effroyable de ces futurs êtres humains se réalise en raison des nouveaux essais nucléaires qui seront entrepris.
Vous êtes, par la position que vous occupez dans le monde aujourd'hui, la personnalité qui portera le fardeau de cette responsabilité. Réfléchissez-y. Je vous en prie. Voulez-vous prendre la responsabilité de persévérer dans l'exigence de conditions qui ne sont pas absolument nécessaires pour cesser les essais nucléaires? Ou cette effroyable responsabilité vous poussera-t-elle à faire advenir le temps où les essais nucléaires appartiendront au passé et où, enfin, des négociations prometteuses sur le désarmement et la paix seront possibles? Il m'en a coûté de vous rendre attentif à la grande responsabilité qu'il vous faut assumer au sujet des naissances futures. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, je vous prie, mais je n'ai pas pu faire autrement. Non seulement pour l'humanité, mais aussi pour vous-même. Votre dévoué, Albert Schweitzer. John Fitzgerald Kennedy à Albert Schweitzer, Washington, le 6 juin 1962. Cher Dr Schweitzer, c'est avec grand intérêt et sympathie que j'ai lu votre lettre sur le problème des expérimentations nucléaires. Je peux vous assurer que durant tout mon mandat, aucune décision ne m'a autant affectée et remplie de crainte que celle de reprendre les essais atomiques. Ce fut une décision tragique et je ne l'ai prise finalement que parce qu'il m'avait semblé que vis-à-vis des générations futures et eu égard à l'avenir de l'humanité, l'alternative aurait été plus dangereuse encore pour la paix mondiale. Si j'avais la moindre assurance que l'Union soviétique ne testerait plus, je n'aurais jamais ordonné que nos tests soient repris. Mais il est impossible de croire que notre refus de procéder à des tests aurait dissuadé l'Union soviétique de lancer une nouvelle série de tests chaque fois que cela lui conviendrait. Les dirigeants soviétiques ont montré leur mépris de l'opinion mondiale par le passé et le respect de cette opinion ne les contraindra probablement pas à l'avenir. Si l'Union soviétique avait pu lancer une nouvelle série sans faire intervenir de tests de notre part, il est concevable qu'un changement grave de l'équilibre des forces dans le monde aurait eu des conséquences fatales sur tous nos espoirs de paix et de liberté. Depuis le début de mon mandat, j'ai essayé de négocier un accord avec l'Union soviétique interdisant tous les essais nucléaires. Comme vous le savez, l'Union soviétique a montré peu d'intérêt pour un tel accord. Tant que l'Union soviétique n'aura pas accepté un accord d'interdiction complète des essais, je ne vois pas d'autre choix, en tant que responsable de l'avenir de mon pays et de mon peuple, que de prendre les mesures nécessaires pour protéger la sécurité des États-Unis. Vous soulevez la question de la nécessité d'une inspection internationale. À l'heure actuelle, les systèmes nationaux sont capables de détecter les chocs sismiques, mais pas de manière fiable pour les identifier, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en mesure de distinguer de manière fiable une explosion d'un séisme. Tant que les méthodes de détection ne s'amélioreront pas, il ne peut y avoir aucune alternative à une force limitée d'inspection sur place. De toute évidence, une telle inspection s'appliquerait aux États-Unis et à la Grande-Bretagne, ainsi qu'à l'Union soviétique. En tant que père de 2 enfants, je n'ai pas besoin de vous dire que je partage entièrement vos inquiétudes
concernant la pollution radioactive. Je peux seulement dire que j'ai dû comparer cela à l'alternative, c'est-à-dire des essais illimités menés par la seule Union soviétique, entraînant une augmentation constante de la puissance nucléaire soviétique, jusqu'à ce que le monde communiste puisse se préparer à une offense finale contre les démocraties. Je crois que le gouvernement soviétique comprend des hommes véritablement dévoués à la cause de la paix. Notre force les appuie dans leurs discussions avec leurs collègues extrémistes. Leur position serait sérieusement compromise si l'on autorisait leur pays à acquérir une supériorité nucléaire décisive. Rien n'est plus cher à mon cœur que l'espoir de parvenir à un désarmement général et complet sous un contrôle international fiable. Vous êtes l'une des personnalités de notre siècle qui exerce une éminente influence morale et j'espère sincèrement que vous saurez peser efficacement sur les mouvements qui travaillent à obtenir un désarmement durable. Je suis heureux de joindre un aperçu des dispositions fondamentales d'un tel traité. Je joins également une étude de notre agence de contrôle des armements et de désarmement sur la détection et l'identification des explosions nucléaires souterraines, ainsi qu'une copie de mon discours du 2 mars exposant les considérations qui m'ont amené à conclure en faveur de la reprise des essais. Cordialement, Kennedy.
Dr Albert Schweitzer au Dr Karl Jaspers. Lambaréné, est né 10 mai 1963. Très honoré professeur, je ne peux m'empêcher de vous écrire pour vous faire part de l'impression que m'a laissé votre article. Sommes-nous correctement informés ? Vous avez touché la racine même de cette maladive indifférence à laquelle les hommes de notre temps se laissent aller. Une opinion publique avertie ne peut se former, parce que nous ne sommes pas en mesure de nous rendre compte de ce qui se passe. Nous sommes maintenus dans l'ignorance. Nous n'apprenons rien de ce qui se trame et se décide dans les coulisses. Il faut avoir du temps et de la volonté pour s'intéresser à la marche du monde et réussir à se faire une opinion à peu près objective. La presse est devenue un pouvoir en soi. Bien qu'elle soit dans l'incapacité de nous informer selon la vérité. Il est important que quelqu'un comme vous ait traité cette question de la véracité de l'information qu'on veut bien nous donner. Avec mes meilleures pensées, votre dévoué Albert Schweitzer, nous avons en commun d'être à la fois médecin et penseur et de ne pouvoir souffrir la bombe atomique. Dr Karl Jaspers au Dr Albert Schweitzer, Bâle, 23 mai 1963. Très honoré, Dr Schweitzer. C'est très aimable à vous de me faire part de votre approbation de mon essai « Sommes-nous correctement informés ?» Je vous en remercie chaleureusement. Vous avez vous-même contribué à l'information du monde. Ces contributions ont revêtu une importance particulière en raison du poids de votre nom mondialement connu. Je me souviens de votre communication sur les effets de la bombe sur la vie. Vous avez été particulièrement convaincant par votre minutie, vos détails et votre prudence critique à l'égard de certaines des affirmations précédentes. Vous avez certainement eu un grand impact. Et pourtant, la question se pose. N'oublie-t-on pas trop vite ? Mais nous ne devons peut-être pas nous poser cette question. Les accusations contre l'époque, contre l'esprit public, contre la déraison ne servent pas à grand-chose. Il faut faire ce que l'on peut pour promouvoir l'information, non seulement sur les faits, mais aussi sur les opinions. J'y participe également avec ma très faible capacité d'action. Vous soulignez notre point commun qui est que nous sommes tous deux des médecins et des personnes qui pensent. C'est très bien. En tant que médecin, on a peut-être certaines chances d'être capable de comprendre et d'avoir une pulsion thérapeutique. Il se peut que nous ne soyons pas tout à fait d'accord sur les considérations fondamentales relatives à la bombe atomique, mais je n'ai pas envie ni besoin d'en parler. Avec mes salutations et mes meilleurs vœux pour vous, votre dévoué Karl Jaspers.
Albert Schweitzer, Le chemin de la paix, aujourd'hui, Lambaréné le 3 août 1963. Sans une confiance mutuelle entre les grandes puissances, l'abolition des armes nucléaires existantes qui rend la paix possible ne peut pas avoir lieu. Mais comment cette confiance peut-elle réellement naître ? Non pas par les assurances que les gouvernements en négociation se donnent mutuellement, mais uniquement par le fait qu'une opinion publique se forme au sein de leur peuple, qui exige et garantisse l'abolition des armes nucléaires. Les gouvernements existants peuvent être dissous et remplacés par d'autres, défendant une position différente, mais les peuples, eux, demeurent. Leur volonté est déterminante. Il faut donc qu'à notre époque, nous soyons persuadés que si aucune opinion publique ne demande l'abolition des armes atomiques, cette abolition ne pourra être réalisée. Tous les gouvernements concernés sont loin d'avoir conscience de cela. Il y en a qui désirent la paix et se montrent prêts à supprimer leur stock d'armes nucléaires, mais ils ne paraissent pas souhaiter qu'au sein de leur peuple s'exprime une opinion publique qui veillerait à ce qu'une telle politique soit appliquée. Ils préfèrent avoir affaire à une opinion incertaine, susceptible d'être manipulée par eux, à volonté. La manipulation de l'opinion publique n'est-elle pas à notre époque l'occupation principale de nos gouvernements ? Aujourd'hui, où pour arriver à la paix, il faut au préalable supprimer complètement et sans tarder un armement qui s'est tant développé, on ne doit s'imaginer dans aucun des pays concernés que cela est réalisable si l'opinion publique, réclamant de telles mesures, ne peut s'exprimer. Les peuples eux-mêmes doivent se dresser contre l'armement atomique si un beau jour l'humanité doit être délivrée de ce péril.